Chers téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir une Française qui est arrivée en Chine dans les premiers temps de la politique de réforme et d'ouverture. Depuis plus de 30 ans, elle a été le témoin de l'évolution de la Chine et en particulier le développement de l'artiste français en Chine. Madame Annick de Kermadec-Benzmann, bonjour. Vous êtes entre autres présidente de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine et vous dirigez la succursale de Shanghai de BMW Paribas. Vous êtes également vice-présidente de l'Alliance française à Shanghai et cofondatrice et présidente d'honneur du Cercle francophone à Shanghai. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que vos affinités avec la Chine remontent même avant votre naissance. En fait, je suis née donc à Pékin, mais avant cela, mon père est venu en Chine en 1936. Il est d'abord à Shanghai, ensuite il est parti à Pékin. C'est là où il a rencontré ma maman, qui est d'origine chinoise du nord de Mandchourie. Ils se sont rencontrés et ils se sont mariés et je suis née. Ça a été pour mes parents un coup de foudre. Maman était très jeune. Elle a rencontré mon papa quand elle avait même pas tout à fait 17 ans. Et elle s'est mariée à l'époque à 17 ans et demi, ce qui est quand même fort jeune. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mariages mixtes, mais à l'époque, c'était un phénomène plutôt rare. Oui. C'était un peu hors du commun à l'époque. Alors, bien évidemment, mon père, il était un amoureux de la Chine et il était un passionné de la langue chinoise, de la culture et de la civilisation chinoise. Et il a aussi fait des études, notamment sur les Tiakuwen. C'était sa grande spécialité. Donc, il a fait en même temps des recherches sur l'homme de Pékin à l'époque avec quelqu'un de très connu qui était le père Teilhard de Chardin. Donc ils ont fait des études sur l'homme de Pékin. Donc je dois dire que depuis ma naissance, j'ai baigné et j'ai toujours entendu parler de la Chine, puisque ça faisait partie de mon univers. Et une petite explication pour les téléspectateurs, Tiakuwen, c'est l'écriture ancienne chinoise. Absolument, c'est les ossements de tortue. Et c'était les premiers écrits, je crois, en langue chinoise. Enfin, je crois très difficile à décrypter. Mais en tous les cas, c'était un travail que mon père a fait et qui l'a beaucoup passionné. Annick de Kermadec-Benzmann est née à Beijing en 1947. Elle passe sa petite enfance en Asie, notamment en Inde et à Singapour. Plus tard, elle sera diplômée de chinois et de malais à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, et de marketing management à l'International Marketing Institute aux États-Unis. C'est évident que le fait que mes parents, maman d'origine chinoise et papa très amoureux de la Chine, ça nous a bien sûr marqué, mes frères et sœurs. Donc on a, je dois dire, une histoire longue avec l'Asie. Et la Chine nous entourait toujours, puisque à chaque fois, on avait des amis chinois à la maison. On parlait beaucoup de la Chine. Et ça vous a donné envie de venir en Chine? Vous savez qu'à l'époque, c'était pas facile de venir en Chine. Donc, à la première occasion, j'ai eu la possibilité de partir avec une association qui s'appelle les Amis de l'Orient. Et on a fait un des tout premiers voyages ouverts aux étrangers. C'est en quelle année? Alors, c'était en été, au mois d'août 79. Donc, c'était un des tout premiers voyages organisé sur la Chine. Et je dois dire que pour moi, ce voyage a été absolument extraordinaire. On était un petit groupe d'une vingtaine de personnes et tous très intéressés par la civilisation chinoise, puisque c'était organisé par les Amis de l'Orient. Et donc c'était un petit peu centré sur l'histoire, sur la civilisation de la Chine. Donc on a fait un parcours absolument étonnant, puisqu'à l'époque, on a pu aller dans le Yunnan, qui venait juste d'ouvrir aux étrangers. On venait juste d'ouvrir Kunming pour que les étrangers puissent venir visiter cette région. On est allé aussi dans le Sichuan, à Emeishan notamment. Et nous avons bien sûr on a commencé notre périple à Pékin d'abord, ensuite à Shanghai. Et nous avons également fait un arrêt sur Nankin. Enfin, ça a été un voyage absolument, pour moi, absolument extraordinaire. Et ça a été aussi une révélation, parce que c'était enfoui en moi,
La Chine faisait partie, bien sûr, de notre vie, sans que toutefois je ne sois venue dans ce pays. Mais là, ça a été une révélation parce que j'ai compris que quelque part, une moitié de moi-même était, mon identité était aussi un petit peu en Chine. Donc ça a été pour moi absolument, je dirais, des moments de grand choc, parce que ça a été quelque chose que j'ai enfin compris. Et je dois dire que j'avais plus qu'une envie après, c'est de revenir dans ce pays. Quand vous avez entendu parler de la Chine, vous avez une très forte envie de venir en Chine. Est-ce que là, vous avez formé une sorte d'imagination de la Chine? Et quand vous êtes enfin sur le sol chinois, vous êtes un peu choqué par l'image que vous avez formée avant? Bien sûr. Par exemple, vous savez, quand on lit dans les livres en France, on disait que les Chinoises avaient des nattes, qu'à l'époque, mais ça c'est encore plus ancien, les Chinoises avaient les pieds bandés. Quand je suis arrivée ici, il y avait encore quelques femmes aux pieds bandés, mais c'était des femmes d'un certain âge. Et les femmes avaient de moins en moins les nattes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que la population était de bonne humeur, toujours bon enfant, souriant. Et je me souviens d'une promenade qu'on avait faite à Meishan. On était donc un petit groupe de 20 personnes, mais essentiellement des Français. Et quand on se promenait, nous avions tout un attroupement de jeunes enfants qui nous suivaient parce qu'ils n'avaient jamais vu les étrangers. Donc c'était assez sympathique parce que dès qu'on se retournait pour les voir, tout le monde se cachait. Et ils continuaient à nous suivre parce qu'ils n'avaient jamais vu les étrangers. Pour nous, c'était aussi une découverte, c'était aussi... je crois que, bon, c'est vrai qu'on avait imaginé la Chine, vous savez, on avait raconté des choses sur la Chine, mais quand on voit avec ses propres yeux, c'est complètement différent. On voit des choses qui se passent dans la rue, on voit des choses qui se passent autour de nous, et tout de suite, il y a ce contact, il y a ce lien qui se fait, qui est qu'on ne peut pas voir dans les livres, ou on ne peut pas apprendre dans les livres. Donc vous avez l'impression de retrouver vos racines? Absolument. Ça a été le premier choc quand je suis arrivée en Chine et que j'ai mis le pied sur le sol chinois. J'ai compris que j'étais quelque part aussi chinoise. Ça, c'est important. Je pense que j'ai été élevée en Europe, en Asie, mais quand je suis venue dans ce pays, j'ai compris que quelque part, j'avais des liens très forts et j'ai retrouvé un peu mes racines. Voilà. De par son environnement familial, Annick entend beaucoup parler de la Chine pendant son enfance. Elle s'y rend à nouveau en 1979, assouvissant enfin sa curiosité et son ardent désir de retourner dans ce pays. Et en fait, vous êtes venu vraiment aux premières heures de l'ouverture. Oui, et absolument. maintenant, plus de 30 ans sont passés. Et beaucoup d'étrangers disent que la Chine change à une vitesse considérable. Vous avez témoin de tous ces changements. Donc, quels sont selon vous les changements qui vous a plus choqué pendant ces 30 dernières années? Je me souviendrai de mes premiers mois de mon arrivée à Pékin en septembre 82. Et ce qui a été impressionnant, c'est que d'abord, on était très peu nombreux, les étrangers à Pékin dans les années 80. Donc on se voyait ensemble. On avait tous un point commun, c'est que la plupart des Français qui étaient en Chine à cette époque-là avaient tous un point commun de ce besoin de connaître ce pays, de connaître, de venir ici, et puis quelque part de mieux connaître la Chine. C'était pas très facile, la vie quotidienne. C'était assez compliqué. Il n'y avait pas d'immeuble pour les bureaux, en fait. Donc petit à petit, c'est ça qui a aussi changé. Je me souviens que, par exemple, je prenais mes repas, tous les repas à l'hôtel. Je ne pouvais pas faire la cuisine dans ma chambre, c'était pas possible, il n'y avait pas les moyens de le faire. Vous savez, pour la vie courante, tout ce dont on avait besoin, en général, on sortait de Chine une fois de temps en temps pour acheter, soit à Hong Kong, soit dans des villes autour de la Chine, pour le minimum, parce qu'on ne trouvait pas. Je me souviens, quand on voulait voyager, il fallait attendre quelques jours pour avoir un billet d'avion. La situation a commencé à changer depuis quand? Alors, je dirais que la situation, elle a commencé à changer graduellement. Je suis arrivée, moi, à Shanghai en mars 90, donc il y a exactement 23 ans.
Et à Shanghai, c'était encore pareil. Donc c'était une situation où il y avait des magasins pour les étrangers, qu'ils appelaient ça le Youyi Shandian, où on pouvait acheter quelques produits. Voilà, exactement. Même du beurre, il n'y en avait pas dans les magasins. Et ça, petit à petit, ça a changé au milieu des années 90. Et c'est là où sont arrivés un certain nombre d'entreprises françaises à Shanghai, puisqu'à l'époque, quand moi je suis arrivée à Shanghai, on était à peine une cinquantaine de Français. Ça reste je dirais, une communauté très limitée. Est-ce qu'on peut dire, aux premières heures, les Français qui sont venus en Chine, c'est surtout les gens qui ont une envie de connaître la civilisation, et puis après, peu à peu, ça a devenu des entreprises qui vont chercher l'opportunité d'investissement? Vous avez tout à fait raison, parce qu'au début, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on était ici, les groupes de Français qui étaient jeunes, on avait tous fait du chinois. Le point commun, c'était cet intérêt pour ce pays, pour sa culture, pour mieux connaître la Chine, mieux connaître ce pays, et qui s'ouvrait au monde. Donc c'était absolument, on a vu cette extraordinaire, cette ouverture qui s'est faite graduellement, mais qui est quelque chose qui était absolument inimaginable. Et quand en 90, je suis arrivée donc à Shanghai avec mon mari, ce qui est très impressionnant aussi, c'était une ville qui n'avait pas beaucoup bougé. Et petit à petit, après le voyage de M. Deng Xiaoping à Shenzhen en 92, tout d'un coup, Shanghai, on a poussé Shanghai, et Shanghai a commencé à se réveiller. Donc les infrastructures, on a fait des ponts, des tunnels, des voies aériennes pour les voitures. Tout ça a commencé à changer. Et c'est vrai que c'était absolument impressionnant, parce que ça s'est fait dans un laps de temps très court. Tout ça, à partir des années, je dirais vers la mi-90 jusqu'à fin 80, des années début 2000, c'est là où a commencé tous les grands changements d'infrastructure. Et c'est là d'ailleurs, c'est le commencement, le démarrage de l'arrivée des Français à Shanghai date à peu près de ces années-là. En fait, vers les années 95, des grands groupes comme L'Oréal, comme Carrefour, quelques années plus tard, il y avait Michelin. Tous ces grands groupes sont arrivés à peu près à cette époque-là. Donc vous pouvez trouver du beurre au Carrefour? Absolument. On pouvait trouver du beurre. Mais je vais vous dire, il y avait une petite boutique à Shanghai dans les années 90 qui était juste au Jinjiang Hotel, qui était un tout petit supermarché. Et on pouvait y trouver des denrées comme le beurre et même, vous savez, des cosmétiques, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Du rouge à lèvres, c'est tout bête, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et c'est là où les choses, quand même, ont changé d'une façon phénoménale. Les changements, aussi bien à Shanghai qu'à Pékin et ailleurs, parce que je me suis beaucoup promenée dans les villes voisines, à Suzhou, et à Hefei, dans l'Anhui, à Changsha, partout c'était pareil. Tout a bougé, tout s'est transformé. Moi, je vois par exemple, j'ai des personnes qui travaillent à la banque depuis de nombreuses années. Au début, les gens étaient plutôt, comment est-ce qu'on peut dire, d'un naturel plutôt réservé. Et petit à petit, les gens commencent à s'exprimer, commencent à dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment. Et puis, même ne serait-ce que de façon, je dis, vestimentaire, ils assument. Et les gens ont commencé à s'habiller différemment. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit des tenues qu'on ne verrait même pas en Europe. Et bon, il y a bien sûr le côté vestimentaire, il y a aussi les habitudes alimentaires qui ont changé. Et puis maintenant, les Chinois voyagent, les Chinois conduisent, ils ont leur voiture, ils ont leur appartement. Ça n'existait pas avant. C'est sur un laps d'une vingtaine d'années que les choses ont bougé très très vite. En français, il existe l'expression « c'est du chinois » pour signifier l'incompréhension. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à comprendre pour un Français concernant la Chine? C'est vrai que quand on dit nous en France, c'est du chinois, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Parce que c'est vrai que le chinois est une langue difficile. Elle n'est pas accessible à tous. Et il faut quand même quelques années d'apprentissage avant de maîtriser la langue. C'est une langue différente, c'est une langue avec des intonations, donc c'est pas toujours facile d'attraper les bons tons. Ça, c'est une difficulté que je n'arrive pas complètement à maîtriser, même aujourd'hui, après tant d'années en Chine.
Donc je veux dire que c'est vrai qu'on est quelque part, la langue chinoise, c'est pas une langue facile. Mais au-delà de ça, c'est vrai aussi que quand vous avez cette barrière linguistique, il est sûr que quand on n'arrive pas à communiquer, c'est là, en général, d'où viennent les malentendus. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent le chinois et qui croient qu'en parlant le chinois, ils comprennent la civilisation chinoise, ils comprennent la culture chinoise. Mais certains disent que c'est pas évident. C'est pas parce que vous parlez la langue que pour autant vous comprenez. Donc je crois qu'il y a aussi un effort à faire, un effort personnel pour déjà essayer de comprendre en lisant sur l'histoire de Chine, mieux comprendre aussi les différents courants philosophiques qui ont influencé ce pays, parce qu'il y a beaucoup et puis les croyances populaires. Même aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà, moi je vois que pour le Nouvel An chinois, il y a tout un rite à faire, et tout ça, ça fait partie aussi d'un ensemble. Quand on parle la langue, ça ne suffit pas pour comprendre tout cet ensemble de rites, de coutumes qui font partie intégrante d'un peuple. Et est-ce que vous avez vécu des chocs culturels pendant des années, travailler et vivre en Chine? Alors peut-être que j'ai eu de la chance. Oui. Parce que comme je suis née, bon, en Chine, c'est vrai, que j'ai quitté la Chine, j'étais petite et un bébé, mais j'ai beaucoup vécu en Asie, en Indochine. J'ai passé mon enfance et mon adolescence entre le Vietnam, Singapour. Donc j'ai eu la chance de baigner dans un environnement, pas que chinois bien sûr, asiatique. Mais déjà ça m'a permis de ne pas avoir de choc culturel quand je suis venue ici. Mais quelque part aussi, c'est vrai que il faut faire un effort pour comprendre pourquoi telle et telle personne réagit de telle façon devant une certaine situation, alors que nous, on réagirait d'une façon différente. C'est ça, ensuite ça et ensuite ça. En Chine, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ça. Ça dépend de la situation, ça dépend des personnes, ça dépend de tout en fait. Je pense que pour les gens qui viennent dans ce pays, il y a deux choses à savoir. Il faut être humble, parce que c'est en étant humble qu'on peut essayer de comprendre. Il faut être à l'écoute pour comprendre et essayer de se mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes humble et si vous respectez, je crois déjà, avec ces deux conseils, on a déjà le moyen déjà de s'intégrer de façon plus facilement. Beaucoup d'étrangers arrivent en Chine avec des idées toutes faites, ils ont lu sur la Chine et ils pensent qu'ils connaissent ce pays, mais il faut quelque part être à l'écoute. Il faut être, comme vous venez de dire, il faut savoir être flexible et s'adapter. Ça fait partie des défis. Parce que c'est vrai que quand un entrepreneur, quand il vient dans ce pays, s'il a une attitude un peu trop rigide, eh bien... Rigide dans quel sens? Rigide dans sa façon de vouloir imposer ses règles, imposer sa façon de travailler. Je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir une idée de la façon de diriger son entreprise, mais il faut en même temps lui donner les caractéristiques du pays. Et en Chine, ce qui est important, c'est essayer de voir comment on peut adapter ses méthodes de travail, sa façon de voir les choses dans l'environnement chinois et comment on peut marier les deux. C'est pas toujours évident parce qu'un entrepreneur, quand il a réussi en Europe, il pense pouvoir amener sa façon de travailler, son exemple, son modèle européen en Chine et il voudrait l'imposer. Mais ça ne peut pas marcher parce que en Chine, il y a un environnement qui est différent. En 1981, Annick de Kermadec-Benzmann rejoint la BNP en France. En 1982, elle est nommée à Beijing comme représentante adjointe pour la Chine. Elle participe à la création de l'Association des représentants de sociétés françaises à Beijing en 1983. Devenue la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine en 1992, puis à la création de l'antenne de Shanghai de la CCIFC en 1997. Elle devient d'abord vice-présidente de la CCIFC avant d'en être élue présidente en 2005.
Quand vous avez, après votre nomination à la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, étant donné que vous êtes la première femme à diriger la Chambre et la première à baser à Shanghai, quelle était votre première réaction? J'étais quelque part très honorée et en même temps un petit peu inquiète de pouvoir, consciente que c'était une lourde tâche, j'étais donc un peu inquiète de pouvoir être à la hauteur de cette responsabilité. Ça a été un privilège pour moi de pouvoir mener la Chambre. Ça a été aussi une expérience très riche. Et quels sont, selon vous, les atouts et les difficultés d'être une femme dirigeante, surtout dans un pays étranger? Quand je suis arrivée en Chine, j'ai toujours reçu un accueil de la part de mes interlocuteurs chinois, des autorités chinoises. Ça a toujours été un accueil très chaleureux. Quand moi je rencontrais des autorités chinoises à l'époque, dans les années 80, oui, eux, ils se souvenaient de moi parce que j'étais la seule femme. Donc, la seule femme française banquière à une réunion. Après, quand je revoyais ces personnes à d'autres réunions, ils me disaient « Ah, mais c'est vous que j'ai vu l'autre jour, vous représentez BNP, c'est bien ça ?» Oui. Voilà, donc ça me donnait quand même un petit avantage par rapport à mes confrères. Certains disent qu'en Chine, les femmes réjouissent plus d'égalité qu'en Europe ou en France. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Les femmes ici en Chine, elles jouissent d'une égalité. Moi, je vois dans le secteur bancaire, il y a beaucoup de femmes qui sont à des postes de dirigeantes et qui sont très compétentes. Alors, je pense que quand une femme arrive à ce poste-là, elle a peut-être travaillé 2 fois plus qu'un homme pour arriver là. Oui. Donc, elles sont en général des Nuchangren, oui, des femmes qui ont du caractère et des femmes qui sont ambitieuses. Donc, je dirais que pour moi, ça peut être un atout d'être une femme. Après être rentrée en France pendant 3 ans, Annick de Kermadec-Benzmann revient en Chine en 1990, à Shanghai cette fois, en qualité de représentante de la Chine de l'Est pour la BNP. En 2000, elle est nommée directrice de la succursale de BNP Paribas. C'est vrai que quelque part, mon cœur est à Pékin, puisque je suis née à Pékin. Oui. Après, quand je suis arrivée en 90 avec mon mari à Shanghai, entre-temps, je m'étais mariée en rentrant en France. Juste 1 mois plus tard, on a annoncé que Pudong était une zone de développement économique spéciale. Ça a été tout d'un coup, les phares se sont braqués sur Shanghai. Après le Sud, ça a été assez extraordinaire. C'est une période que j'ai vécue à Shanghai qui a été une période absolument étonnante. Quelle était la réaction des gens à cette époque? Les Shanghaïens, oui, je crois qu'ils sont de nature très réservée et de manière générale, les Shanghaïens, quand on leur parlait de cette zone de développement de Pudong de presque 600 km², oui, on leur disait, vous vous rendez compte, c'est formidable, Shanghai va devenir une ville absolument extraordinaire, la ville du futur. Les Shanghaïens disaient, oui, c'est vrai, man lai. Pourquoi pas? Il faut voir. Et je pense que petit à petit, les choses ont bougé. Shanghai a quand même commencé à prendre le pouls de ce dynamisme, mais c'était palpable. Je me souviens à l'époque, quand on arrivait à Shanghai de l'extérieur, on arrivait, et Shanghai, on sentait le buzz. Un espèce de phénomène il se passait quelque chose à Shanghai. D'abord, il y a eu les aéroports, ensuite, il y a eu les tunnels, les ponts, les voies aériennes. Tout ça, ça a été absolument extraordinaire. Dans un laps de temps court, Shanghai s'est complètement métamorphosé. Mais pas simplement Shanghai. Bon, bien sûr, Pudong. Parce que Pudong, moi, j'avais connu Pudong en 90. J'ai encore des photos de Pudong de l'époque. Et Pudong, il y avait quelques bâtiments, mais il y avait des rizières, il y avait des bâtiments. C'était un endroit très, je dirais, il n'y avait pas grand-chose à Pudong. Et puis le quartier de Lujiazui s'est complètement, s'est transformé en l'espace de quelques années de manière absolument phénoménale. Et aujourd'hui, on voit des tours à Lujiazui comme on n'en a jamais vu nulle part. C'est les tours les plus hautes. Mon bureau est dans la tour, on appelle ça le décapsuleur, vous savez que
Et c'est une tour qui est absolument étonnante. Et à côté, on est à côté de la tour de Qingmao, qui est aussi une très très belle tour. Donc tout ça pour vous dire qu'en très peu de temps, Shanghai s'est complètement transformé. Mais pas que Shanghai. Vous allez à Suzhou, vous allez dans les petites villes autour de Shanghai, vous allez dans d'autres provinces, partout, partout, il y a eu le phénomène de cette boom économique, cette espèce de développement absolument impressionnant, c'est vrai. Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis à Shanghai. Je me sens un petit peu shanghaïenne, et en même temps, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup Shanghai, j'aime tout autant d'ailleurs Pékin, mais Shanghai c'est différent, c'est une autre, je dirais, c'est un autre mode de vie. Et en même temps, je me dis, si je dois rester encore quelques années, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce pays et je me sens, je dirais que je suis française, mais en même temps, je suis chinoise. Et dans quel sens vous vous sentez shanghaïenne ou chinoise? Par exemple, quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne dis pas non, je dis ah oui, j'essaye de comprendre, mais je n'utilise pas le mot non. Et par exemple aussi, au bout de quelque temps, j'ai besoin de manger un peu de cuisine chinoise. Ça aussi. C'est physique. Hein. C'est physique, mais ça s'explique aussi parce que c'est un besoin. À la maison, j'ai de la chance. On fait moitié-moitié, quelquefois c'est européen, quelquefois c'est chinois. Mais j'ai un mari qui est devenu très chinois, parce que le matin, lui, il prend pour le petit déjeuner du xifan, enfin le chou. Alors moi, le porridge chinois, moi je ne suis pas encore là. Je peux en prendre une fois de temps en temps, mais je ne peux pas en prendre tous les jours. Mais mon mari prend du porridge le matin, à la chinoise. Nommée conseiller du commerce extérieur de la France en 1993, elle est trésorière de la section Chine des CCE. Elle est par ailleurs présidente d'honneur du Cercle francophone de Shanghai, dont elle fut l'un des membres fondateurs. Elle est également vice-présidente de l'Alliance française de Shanghai. Elle est nommée chevalier de l'Ordre national du mérite en 1996 et chevalier de la Légion d'honneur en 2008. En 2007, elle reçoit le prix Excellence in Business de l'Expatriate Professional Women's Society de Shanghai. Et ça va que pour les femmes qui réussissent dans leur carrière, c'est pas toujours facile de trouver un équilibre entre la carrière et la vie. Donc, est-ce que vous avez des bons moyens à donner aux téléspectateurs? Personnellement, nous n'avons pas eu d'enfants, je me suis mariée tard, mais je me dis qu'il faut toujours essayer de faire un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Pourquoi? Parce que je pense que bon, une carrière c'est important. Il ne faut pas le négliger et il ne faut pas le nier. En même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus se focaliser que sur ça. Il faut se dire qu'il y a autre chose dans la vie. Il faut un juste équilibre. Et une vie privée, une vie en famille, une vie avec ses enfants quand on a des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai 45 neveux et nièces. Moi, 24 de mon côté, 21 du côté de mon mari. Et la maison, c'est une maison, une grande famille. C'est une maison où on accueille tout le monde. Et tous mes neveux et nièces, mes frères et sœurs, et même mes beaux-frères, mes belles-sœurs sont venus nous voir en Chine sur ces années où nous sommes ici. Enfin, nous sommes en Chine. Et je crois que, quelque part, on essaye d'avoir un équilibre entre les deux. Et c'est peut-être ça le secret d'avoir une vie en quelque sorte réussie. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs et je vous souhaite vous allez continuer votre vie remplie d'amour et de bonheur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.